Bonjour mesdames et messieurs, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre émission intitulée Qu'est-ce qui ne va pas, au cours duquel nous allons parler du système politique congolais. C'est avec le professeur Alexis Mbikaï que nous allons développer ce thème. Bonjour monsieur Mbikaï. Bonjour. Est-ce que vous avez un complément par rapport à votre présentation? C'est l'essentiel. Je suis professeur de sciences politiques des universités, docteur en sciences politiques et administratives, doyen de la faculté des sciences de la communication à l'IFASIC. Voilà, je co-présente cette émission avec Priscilla Kabaseli, à qui je dis bonjour. Bonjour Patrick. Voilà, première question. Lorsque nous parlons du système politique, à quoi renvoie-t-il? Autrement dit, à quoi fait-on allusion de façon simple? Merci pour la question. Lorsqu'on parle du système politique, on fait allusion aux interactions qui se déroulent dans une société globale, mais qui portent essentiellement sur les questions politiques, c'est-à-dire les questions liées à la gestion de la cité. Et cette gestion porte sur les hommes et les choses. Donc, le système politique, c'est ce système qui se caractérise par le fait que c'est lui qui prend la décision ou les décisions qui s'imposent à toute la société. Donc, c'est ce système qui oriente l'action de toute la société globale. Oui, professeur, puisque nous parlons de système politique, en l'occurrence le système politique congolais, pouvez-vous nous décrire comment est le système politique de la RDC? Le système politique congolais, pour bien le décrire, il faut en présenter les acteurs. Vous avez d'abord l'État lui-même, qui est l'acteur principal, à travers ses animateurs, les institutions politiques. Je vois ici le président de la République, qui est l'institution, disons, suprême, chargée du contrôle et du bon fonctionnement de toutes les autres institutions. Vous avez les partis politiques, qui sont des groupes définis essentiellement par la quête de l'exercice du pouvoir. Vous avez la société civile qui, elle, est composée de tous ceux qui sont à marge du fonctionnement de l'État, c'est-à-dire les associations qui se définissent aussi par la recherche de la défense des intérêts qui sont les leurs. Eux ne cherchent pas à conquérir le pouvoir, mais à influencer l'exercice du pouvoir dans leur intérêt. Et puis vous avez la population, c'est-à-dire les citoyens, qui aussi agissent sur la scène politique. Principalement chez nous, c'est lorsqu'il y a des élections qu'on fait appel à la population. Voilà donc les composantes du système politique. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que la politique est souvent entendue en RDC comme l'art de mentir. Alors comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, ça s'explique du point de vue historique. Parce que ceux qu'on appelle politiciens de chez nous, ce sont ces gens qui ont été formés d'abord à l'époque coloniale. C'est la classe qu'on appelait les évolués. Les évolués étaient définis comme les Congolais en avance par rapport à la civilisation. Ils pensaient être mieux formés, plus intelligents que la masse. Et donc le colonisateur, le Belge, avait formé cette classe intermédiaire entre le colonialiste et la population pour gérer la colonie. Alors, ce qui caractérise cette classe sociale, c'est qu'elle se croit supérieure, elle agit pour ses propres intérêts. Et elle a été reproduite à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce sont des évolués qui tiennent les rênes du pouvoir dans notre pays. Voilà un peu ce qu'on peut dire de cette classe politique qui tient ce pays dans le sens où vous les connaissez, c'est-à-dire ce pays, moi je dirais qu'il est un peu pris en otage par cette classe politique.
Alors, professeur, parlons des acteurs politiques. Nombreux pensent qu'en RDC, il n'existe pas d'acteurs politiques, mais plutôt de politicards opportunistes et mercantiles. Est-ce aussi votre point de vue? Oui, je reviens un peu sur la question pour enchaîner. Hein. Chez nous, pourquoi est-ce qu'on parle de la politique comme étant le mensonge? Voilà. Est-ce que la politique est l'art de mentir? Attendez, il faut qu'on approfondisse cette question-là. La politique mensonge signifie ceci. Le peuple congolais, lorsqu'il a cherché l'indépendance, il voulait que sa situation sociale change, c'est-à-dire la vie au quotidien. Bien manger, être bien logé, être bien soigné. Et les politiciens ont fait des promesses dans ce sens-là, pour se faire élire. Au départ de notre indépendance en 1960, et ils ont beaucoup promis. Mais ces promesses n'ont jamais été réalisées, sauf pour la classe politique, qui vit comme en Occident. Et je rappelle ici qu'il y a chez nous deux zones. Il y a la zone d'existence, c'est celle où vous avez tout ce qui est conforme au mode de vie occidental, les stades de football, les hôpitaux ultramodernes, des routes bien faites, des villas, etc. Ça, c'est la zone d'existence. Et puis, il y a l'autre zone, la zone de non-existence. C'est là où la vie est très pénible. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Donc, c'est le monde de la grande masse. Il y a donc ces deux zones-là qui font que ce pays, c'est un pays qui vit à deux vitesses. Alors, la politique mensonge, la politique, vous avez dit... Nombreux pensent que qu'il n'y a pas d'acteurs politiques en RDC, mais plutôt de politicards mercantiles. Est-ce que c'est votre point de vue? Oui, c'est mon point de vue. Parce que la politique, je reviens à ce que vous cherchez à comprendre. La politique, elle peut être définie de deux manières. Il y a la politique au sens noble. C'est-à-dire, c'est celle qui fait que les acteurs politiques cherchent à trouver l'équilibre entre les questions politiques et les questions économiques et sociales. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre ces deux paramètres-là. Lorsque on veut résoudre, je prends l'exemple de la question des salaires, que les gens soient bien payés, que ce soit les magistrats, les professeurs, tout ce monde-là qui fonctionne dans le secteur de l'État, il faut avoir des moyens. Je vous donne l'exemple du barème de Mboudi. Le barème de Mboudi prévoit que le huissier touche 250 $ ou 200. Et le secrétaire général, qui est le haut fonctionnaire, touche 2000 ou 2500. Il y a une tension de 1 à 10. Ce barème-là, il y a quelques années, exigeait que l'État dispose d'un budget de 9 milliards de dollars, rien que pour payer ce barème-là. Or, vous le savez bien, le budget de notre État ici peine à atteindre 4 milliards de dollars. Donc, si vous voulez payer le barème de Mboudi, il faut disposer des ressources énormes. La question est celle-ci. Comment faire en sorte que les ressources économiques soient abondantes pour résoudre les questions telles que les questions de salaire? Faire de la politique au sens noble signifie que les politiciens cherchent des mesures équilibrées qui puissent faire en sorte que l'État dispose de moyens assez suffisants. Et comment disposer de ces moyens assez suffisants? Il faut donc prendre des mesures contraignantes, des mesures économiques qui sont contraignantes. Par exemple, stopper l'inflation. Et donc, dans cette recherche de mesures d'équilibre entre l'économie et le social, c'est ce qu'on appelle la politique au sens noble. C'est-à-dire, vous avez un gouvernement qui cherche à trouver des solutions adéquates à ces questions difficiles. Lorsque le gouvernement fait ce travail, il fait de la politique au sens noble. Alors, l'autre aspect, c'est la politique politicienne. C'est celle qui est la course au poste. Comme maintenant, là, il y a le gouvernement qui se forme. Alors,
tous les moyens sont bons pour se faire nommer ministre, etc. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle la politique politicienne. On peut utiliser les mensonges, on peut utiliser beaucoup de choses pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à se faire nommer. Et à ce moment-là, tous les coups sont permis. Et du point de vue de la population constate que les acteurs politiques ne cherchent pas à trouver des solutions à leurs problèmes en utilisant la politique au sens noble, mais les acteurs politiques ne font que chercher comment se positionner. Et à ce moment-là, la politique devient un monde de pêcheurs en eau trouble et qui ne résout aucun problème de la masse. Voilà, une petite question de curiosité. Sur le plan politique, d'où vient la RDC? Où est-elle et où va-t-elle? Oui, bonne question. La RDC, elle a une longue histoire. D'abord, la RDC vient de la longue période précoloniale. Ce pays a connu des États traditionnels, qu'on appelait les royaumes, les empires, les chefferies. On vous a parlé du royaume Kuba, de l'empire Lunda, l'empire Luba, ainsi que les chefferies qu'on a dans tous les coins du pays. Ce sont ces entités politiques qui ont géré les Congolais avant que la colonisation soit installée. Et ça, c'est la période qui précède la conférence de Berlin de 1884. Berlin arrive, ce sont les grandes puissances, ils étaient à 14, qui sont encore toujours sur la scène. Hein. Vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, la Chine, et tous ces pays de l'Europe, France, Belgique, etc., qui étaient là. Et ces pays se sont réunis à Berlin pour faire ce qu'on appelait le partage de l'Afrique. Quel était le problème? Le problème, c'était qu'il y avait des rivalités entre ces puissances dans la conquête des espaces en Afrique. Ils se sont dit, au lieu de nous faire la guerre, partageons cette Afrique d'une manière politique et diplomatique. Et c'est comme ça qu'on a créé des États africains à la conférence de Berlin. Et notre pays a été créé là-bas, mais sous une forme assez spéciale. C'était une colonie internationale, du point de vue juridique. Vous savez, Léopold II, le roi des Belges, qui représentait la Belgique à la conférence de Berlin, a joué la carte pour que le Congo devienne un État indépendant, EIC, État indépendant du Congo, mais il l'a présenté à Berlin comme étant une colonie qui pouvait appartenir à toutes ces puissances-là. Donc toutes ces puissances dont j'ai parlé pouvaient venir circuler ici, faire le commerce sans limite. Ça, c'est à Berlin. Mais lorsque Léopold II rentre à Bruxelles, il fait voter une loi au Sénat pour faire de cet EIC-là sa propriété privée. Donc Léopold II a créé le Congo du point de vue international comme étant une colonie, l'a présenté comme étant une colonie internationale, mais du point de vue belge, le Congo était sa propriété personnelle. Et c'est comme ça que notre pays a été créé dans ses frontières actuelles par une conquête violente sur le terrain. Tous ces royaumes dont je vous ai parlé ont été soumis, les royaumes et les empires ont été soumis. Donc disons qu'ils avaient déjà décliné bien avant à cause des querelles internes, mais la conférence de Berlin est venue achever ces formations politiques précoloniales. Et Léopold II a géré son Congo comme sa propriété privée avec l'objectif de se faire enrichir. Et il a utilisé la violence et il s'est fondamentalement enrichi. Mais les méthodes qu'il a employées, dont les méthodes de la violence, les mains coupées, ont fait qu'il y a eu une campagne anti-léopoldienne qui a été menée en Europe. Et là, je souligne une chose importante. C'est un journaliste, Edmond Ben Morel, qui a fait cette campagne par des articles de presse. Il a montré que Léopold II, au lieu de gérer le Congo comme il s'était entendu avec les puissances de Berlin, ne faisait que massacrer les gens.
on comptabilise plus ou moins 12 millions de morts entre 1885 et 1908, lorsque les Polonais cèdent le Congo, la mort dans l'âme à la Belgique. Alors, professeur, avez-vous aussi l'impression que la politique elle-même en République démocratique du Congo s'est transformée en recherche du pouvoir, en une recherche effrénée du bien facile, allant finalement jusque même à faire couler du sang? Et êtes-vous content de tout ça? Oh non, je ne peux pas être content. Je me situe du côté des opprimés, c'est-à-dire du peuple. On ne peut pas faire de la politique seulement, la politique politicienne, comme on l'a dit au départ, pour conquérir le pouvoir, l'exercer, et pour les comptes de ceux qui font cette politique, c'est-à-dire pour la classe politique. La politique, je vous l'ai dit, quand moi j'observe ce qui se passe dans les autres pays, je prends la Chine. Quand vous observez comment la Chine, d'où elle vient, où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle va, vous voyez très bien qu'il y a une conception, il y a une vision qui vient de très loin et qui a été matérialisée dans ce que nous voyons aujourd'hui. La Chine est devenue une grande puissance. J'ai suivi une émission récemment qui montrait qu'en Chine, on a créé 360 villes en peu de temps, de manière à ce que la population qui était dans les campagnes soit bien logée, bien nourrie dans les grands centres. Donc on utilise des moyens pour transformer la vie de la majorité. La politique, c'est pour transformer la vie de la majorité. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, vous avez une clique de gens, les mêmes têtes qui reviennent. Et quand on voit l'action publique sur le terrain, c'est la désolation. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Et même les maladies qui étaient éradiquées à l'époque coloniale reviennent en force. Donc ça montre que nous sommes dans le Far West, où ce sont des Tarzans qui connaissent bien les rouages du fonctionnement de cette société, qui tirent leur épingle du jeu. Soyons un peu plus concrets, monsieur le professeur. L'environnement politique congolais est-il vraiment harmonieux pour conduire la nation congolaise à la prospérité? Non. L'environnement politique, tel du moins jusque maintenant, je veux résumer cela par ce que j'appelle la gouvernementalité de la violence. Donc depuis 60, notre gouvernementalité, c'est-à-dire la manière de gérer les hommes et les choses, est fondée sur la destruction, la violence, la corruption. Et avec ce modèle-là, on ne va nulle part, si ce n'est que dans un trou. Et j'ai beaucoup aimé que l'actuel chef de l'État ait touché à ces points sensibles. Lorsqu'il parle de la corruption, lorsqu'il parle, ça m'a étonné, lorsqu'il a parlé même de paradis fiscaux. Vous voyez, Léopold avait exploité ce pays pour construire la Belgique. Et la Belgique, vous savez ce qu'elle est aujourd'hui. Léopold a aussi construit ce Congo ici. Il y avait des routes, il y avait des hôpitaux. Bon, moi j'ai eu la chance, j'ai traversé les siècles, et je suis né à l'époque coloniale. J'ai vu, j'étais enfant, mais j'ai vu des routes. Ce pays avait des routes. Hein. Vous pouviez partir de Kinshasa, Léopoldville, faire le tour de tout le Congo avec une voiture Mercedes, sans problème. Et j'ai vu ça. Il y avait des ponts partout. Mais la gouvernementalité de la violence faite par la classe politique que nous connaissons a détruit tout cela. On n'a même pas su entretenir ce que Léopold avait laissé. Puisque vous en parlez, si vous étiez Premier ministre, quelle serait votre première mesure à prendre visant à redresser le système politique congolais? La première mesure, c'est quoi? C'est d'abord montrer à tous ces gens, tous ces politiciens, ce que le peuple attend. Vous savez, le peuple a cherché l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté la colonisation dont je viens de vous parler. Et le peuple s'est battu pour que ce pays devienne un pays indépendant, avec comme ambition de voir sa vie transformée. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, je suis Premier ministre, la première chose, c'est de dire à tout ce bon monde-là, vous savez, nous avons une charge de transformer ce pays, de résoudre les problèmes fondamentaux de la majorité. Ce n'est pas le problème d'une classe, hein,
d'une poignée de gens. C'est le problème de la masse. C'est-à-dire, et cela passe par quoi? Par le changement de mentalité, de vision. Lorsque vous cherchez un mandat politique, il faut chercher ce mandat avec la vision de servir et non pas de se servir. Comme on le disait à l'époque de Impère parité, Impère égale servir et non se servir. Mais c'est l'inverse qu'on a vu. Alors, le Premier ministre, animateur du gouvernement, doit impulser cette vision-là. Bon, je suis heureux de constater ou d'entendre le nouveau Premier ministre mettre l'accent sur l'action à mener pour résoudre les problèmes de la majorité des Congolais. Et donc, cette équipe-là doit avoir cette vision et non pas venir avec l'idée de s'enrichir, à envoyer transférer l'argent dans les paradis fiscaux qui seraient peut-être demain avec des sanctions bloquées. Vous savez qu'il y a des gens dont les comptes sont bloqués. Bon, on n'a pas su quand ces comptes étaient envoyés, mais au moins on sait aujourd'hui qu'il y a des comptes bloqués dans les paradis fiscaux. Alors, professeur, au regard de tout ce méfait venant de la classe politique et de promesses fallacieuses de dirigeants qui commencent même à ennuyer les enfants de la rue, pensez-vous qu'on peut encore faire confiance à notre classe politique? Bon, du point de vue humain, oui, c'est-à-dire on peut se dire qu'ils peuvent se transformer, ils peuvent se convertir si nous prenons le langage spirituel, se convertir, c'est-à-dire changer de mentalité. Mais je dois vous dire vrai, Oui. c'est que Ce n'est pas certain. ce n'est pas évident. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Vous constatez que du point de vue politique, vous avez une partie qui se dit nous avons la majorité au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat. Bon, mais cette majorité-là, ça signifie quoi? Elle vient d'où? Si vous avez la majorité, cela signifie que vous devez transformer les conditions de vie de la majorité de la population. Mais si c'est une majorité seulement pour faire la politique politicienne, elle ne sert à rien. Et c'est pour cela que vous avez vu que la formation du gouvernement a pris du temps. Parce que vous avez, d'une part, le Parlement qui est dirigé par ceux qui ont été sanctionnés au niveau des élections présidentielles et qui ont leur vision à eux. Et c'est ça le problème. Moi, je pense que si la classe politique veut changer ce pays, ça commence par le changement des animateurs eux-mêmes. Ils doivent changer leur vision de la chose publique pour travailler pour l'intérêt général. En RDC, les déclarations politiques sont des simples velléités remplies de démagogie. Est-ce que le peuple congolais est dupe? Non, le peuple voit très clair. Ça, je vais vous étonner. Le peuple congolais, c'est un peuple qui est stratège. Il connaît ce qui se passe. Il sait qui fait quoi. Seulement, ce peuple a beaucoup souffert de la violence. Vous savez que chez nous, il y a eu beaucoup de guerres. La guerre civile de 60 à 60, lorsque le Premier ministre Lumumba a été assassiné, 60 à 64, 65. Et vous savez, cette guerre, c'était la guerre du peuple. Vous savez, le peuple qui avait voté pour le Premier ministre Lumumba constate que le pouvoir a été confisqué par la violence, par les évolués, par cette classe politique dont j'ai parlé. Et le peuple dit, bon, puisque ces gens-là nous ont trahis, ils ont pris le pouvoir de force en l'arrachant des mains de celui que nous avions désigné et qui avait un projet clair, nous aussi, nous peuple, nous prenons les armes pour chercher la seconde indépendance. La première indépendance, c'est celle des évolués, c'est-à-dire des élites de la classe politique. Nous cherchons la deuxième indépendance. Jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais est à la quête de la deuxième indépendance. Vous avez vu avec les élections présidentielles comment la sanction était lourde. Donc ça veut dire que le peuple est vigilant, mais seulement le peuple aussi vit dans ses contradictions. Par exemple, je peux évoquer le tribalisme. Le peuple est manipulé par cette classe politique en faisant allusion à l'appartenance tribale, ethnique, pour des intérêts égoïstes. Alors à ce moment-là, il faudrait que le peuple aussi soit éduqué, que le peuple sache quels sont ses ennemis. Ce ne sont pas
les ennemis ne sont pas à définir en termes d'ethnie, mais en termes d'exploiteurs. Bon, voici les mots des prédateurs. Nous avons affaire aux prédateurs. Alors, professeur, aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui se sent chagriné par le mauvais choix de nos dirigeants politiques. Oui ou non, le bonheur est aléatoire en République démocratique du Congo? Bon, ça dépend du bonheur. Qu'est-ce qu'on entend par bonheur? Bon, je peux le définir. Le bonheur, c'est tout simplement résoudre les questions fondamentales de la vie d'un être humain. Quelles sont ces questions? Besoins vitaux, manger, boire, se loger, se vêtir, se faire soigner, envoyer ses enfants à l'école. Ça, c'est le minimum. C'est ça le bonheur. Si on peut donner cela à la majorité des Congolais, bon, c'est le minimum. Bon, le bonheur extrême, c'est peut-être au ciel. Hein. Quand on sera au ciel, il y aura le bonheur parfait. Et vous pensez que la majorité de Congolais ont ce bonheur? Non, pas du tout. Les propos que nous venons de changer ici montrent que la majorité des Congolais vit en dessous du seuil de la pauvreté. C'est la misère. Ce n'est même pas à chercher. Si nous sortons de la rue ici, vous verrez comment les gens sont. Dans nos quartiers, regardez la jeunesse abandonnée à elle-même. Ce qu'on appelle les Koulouna, là, c'est quoi? Mais ça, c'est un produit de la mauvaise gestion du pays. Les jeunes, on ne s'en occupe pas. Et les jeunes sont dans les villes qui sont devenues des réservoirs de la violence. Parce qu'elles sont gérées contre les jeunes. Lorsqu'ils vont à l'école, c'est qu'ils ont la chance. Hein. Lorsqu'ils terminent, ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas de perspective d'avenir. L'avenir, c'est l'Europe. Et vous voyez ce qui se passe en Méditerranée, du côté de la Libye. C'est parce que les jeunes veulent partir. Et donc, c'est la désolation, c'est la misère, c'est le désespoir du côté de la majorité de la population. Donc ce n'est pas le bonheur, c'est le malheur. Voilà. En perspective, tout le monde pense que le Congo a un avenir meilleur. Cela sera-t-il possible de façon superstitieuse ou alors il y a un travail qui se fait en amont? Attention, bonne question. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Il faut travailler. Travailler, travailler. Je vous renvoie en 1960. Le Premier ministre Lumumba fait son discours. Il rappelle tous les valeurs connues sous la colonisation. Il rappelle les fouets, il rappelle les mains coupées, etc. Et c'est ce que la majorité retient. Lumumba avait prononcé un discours. S'il ne l'avait pas prononcé comme tel, on serait loin. On s'arrête là. Mais le discours de Lumumba avait deux volets. Le second volet, c'était, il annonçait l'avenir de ce pays. Il dit, mes frères, tout cela appartient au passé. Maintenant, nous allons démontrer à la face du monde que le Congolais, libre, fera de ce pays la locomotive d'Afrique, le centre de rayonnement de l'Afrique, le Congo, la RDC. Vous savez que tous les pays africains attendent que le Congo démarre. Le Congo est considéré comme la locomotive, c'est-à-dire, vous voyez le train a une locomotive avec des wagons qu'elle tire. L'Afrique attend que le Congo, la RDC, démarre. Parce que la RDC, c'est un grand pays au centre de l'Afrique, du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique. C'est un pays incontournable. Lorsqu'on voyage, les Africains nous disent, mais Congolais, nous vous attendons, vous. Parce que nous autres, c'est vers vous que nos regards sont tournés. Mais vous, chez vous, vous tournez en rond. Et donc, l'avenir de ce pays a été déjà annoncé par Patrice Emery Lumumba, par Simon Kimbangu. Ils n'ont pas vu ce pays tel qu'il est, mais ils l'ont vu en le projetant dans l'avenir comme un grand pays, une grande puissance. Bon, je vais un peu faire de l'utopie. Le Congo sera la première puissance du monde. Et derrière, on aura les États-Unis, la Chine et les autres. Parce que nous avons tous les atouts du point de vue des richesses que l'on cherche dans ce monde, ça se trouve ici. Nous avons aussi les hommes capables pour transformer ce pays.
Et vous savez que les Chinois que nous, tout le monde célèbre aujourd'hui, n'étaient rien. On disait, ce parc est interdit aux chiens et aux Chinois. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui comme tel en Europe de la Chine? Je constate que quand le président chinois va en Europe, tous les autres la tremblent. Voilà, c'est ce qui sera le Congo. Ok, pour faire avancer les choses, il est important de mettre fin à la corruption et aux autres méfaits des dirigeants dont le stigmate demeure encore visible. Mais les observateurs avertis pensent que c'est une mission impossible car toutes les institutions de la République semblent être dans le même... Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Oui, ça c'est la vision actuelle, la vision de maintenant. Or, le pays, c'est un pays qui est dynamique. C'est-à-dire, on ne peut pas penser en termes d'individus que nous voyons aujourd'hui qui bloquent. Nous pensons en termes d'une dynamique, de la transformation. C'est-à-dire, sur le long terme, il y a des gens qui bloquent. Mais ils vont passer. Vous savez, je vous ai parlé de Léopold II. Léopold II a géré ce pays avec force. Mais il est passé. Et puis les Belges sont venus, ils sont passés. Et puis Mobutu est venu, il est passé. Et puis, vous pouvez continuer la suite. Donc ceux qui bloquent vont passer. Passer un rouleau compresseur. On ne peut pas arrêter, c'est comme l'eau. On ne peut pas l'arrêter. L'eau, c'est une puissance. Quand elle se déverse, même les murs ici s'écroulent. Donc, c'est difficile aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui veulent continuer avec l'ancien système de prédation. Ce sont ceux-là qui bloquent. Mais la majorité de la population veut le changement et travaille pour ce changement. Même s'il y a des obstacles, moi, je crois que les choses vont changer. Et je compte sur la jeunesse. Nous sommes en train d'éclairer cette jeunesse pour qu'elle voie ce que nous sommes, ce que nous pouvons devenir demain, ce que nous avons été hier. Un grand pays plein d'avenir. Alors, professeur, le prédateur de la République, ils sont apparemment partout. Et par conséquent, les uns discutent les autres et vice-versa. Oui ou non, on est parti pour la gloire? Les prédateurs sont là. Ils se battent, bec et ongle, pour maintenir leur position, leur privilège. Mais nous sommes dans une lutte. La lutte, c'est entre qui? La lutte, c'est entre ces prédateurs et la majorité qui veut le changement. La majorité veut, je ne parle pas de la majorité du Parlement, hein, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Non, ça c'est une majorité factice. La majorité, c'est celle des Congolais qui souffrent, qui ne veulent pas que cette situation continue. Si les autres, ceux qui se définissent majorité, ne comprennent pas ça, on va les écraser. Qui va les écraser? C'est ces rouleaux compresseurs du peuple qui va se prendre en charge. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et les choses vont évoluer dans ce sens. Vous, en tant que professeur d'université, d'aucuns estiment que vous êtes resté trop passif face à la paupérisation ou à la galère de la population. De quoi avez-vous peur, monsieur le professeur? Le professeur est passif. Non. Il faut que je distingue les choses. Hein. Lorsque vous dites professeur, le professeur, c'est la lumière de la nation. C'est le phare, c'est celui qui montre le chemin. C'est celui qui pense. Nous avons parlé des autres pays, les Chinois, les Américains et autres. Ils ont eu d'abord des penseurs. Le développement, c'est d'abord une vision, c'est une pensée. Alors, nous avons un problème chez nous. Vous avez des gens, bon, ils s'appellent professeurs. Il y en a même qui n'enseignent pas. Ils n'ont même pas de charge horaire. Oui, mais ils sont professeurs. Ils ont des titres qu'ils affichent. Hein. Mais posez-lui la question. Il a déjà formé combien d'autres professeurs? Il enseigne dans quelle université? Il a quelle charge horaire? Vous allez trouver qu'il y a très peu. Alors, le professeur, c'est celui qui doit éclairer. Et il doit toujours être du côté de la masse. C'est ça le professeur. Tel qu'on peut le définir du point de vue universitaire. L'université a été créée au Moyen-Âge en Europe
pour trouver la solution au problème qui s'est posé dans la société. Et c'est ainsi qu'on a créé faculté de médecine, faculté de droit, et ainsi de suite. C'était par rapport aux problèmes posés dans la société. Il faut réfléchir pour trouver la solution à ces problèmes. Par exemple, maintenant, là, chez nous avons Ebola. La solution vient de... Il faut réfléchir au niveau de l'université. Et je vois le professeur Mouyembe qui est dedans. Voilà le professeur. Et professeur, est-ce que l'université elle-même est épargnée de problèmes de cette société très politisée? Non, elle n'est pas épargnée, puisque nous parlons du système. C'est un des éléments du système. L'université a été touchée aussi par la corruption, par les antivaleurs, puisqu'elle est animée par des hommes. Vous, en tant que professeur, que faites-vous pour que vous puissiez complètement élaguer la corruption dans cette jeunesse à l'université? Ben, le professeur, il doit montrer l'exemple. C'est-à-dire, il ne doit pas accepter les antivaleurs. Est-ce que vous êtes exemplaire, monsieur le professeur? Oh, est-ce que je parlais de soi-même? Ça serait difficile. Puis-je parler de... Non, je crois qu'il faut poser la question à mes anciens étudiants. C'est eux qui peuvent parler de moi, mais pas moi-même comme ça. Vous parlez de moi-même, non. Mais j'essaye de faire ce que je dois faire en tant que professeur. C'est-à-dire, j'essaye de me comporter comme un universitaire. L'universitaire, c'est celui qui cherche la solution au problème, tel qu'il est défini. L'universitaire, ce n'est pas celui qui vient, qui se plaint, il trouve, il y a des problèmes. Maintenant, il donne des solutions. Tel problème, faites ça, faites ça, faites ça. C'est ce que nous devons faire. Mais l'université chez nous a connu ce dérapage-là, du fait que, bon, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. L'université a été abandonnée. L'État ne l'a pas financée. Les professeurs, beaucoup sont morts dans la misère, abandonnés. Bon, il y en a qui ont survécu en allant en Europe. Certains, pour survivre, sont dans la politique. Ils sont dans la politique pour survivre. C'est-à-dire, vous cherchez comment nouer les deux bouts. Alors, lorsqu'on tombe dans la politique, vous voyez, ça devient un cercle vicieux. La politique telle que nous l'avons définie chez nous, elle devient politique politicienne, c'est-à-dire la quête des intérêts personnels. Et donc, l'université a été aussi touchée. On ne peut pas dire qu'elle est saine, non. Il y a beaucoup de problèmes à l'université. Mais ça ne doit pas rester à ce stade-là. Nous cherchons à résoudre ce problème-là. À travailler de manière à ce que l'université soit le moteur du développement, du changement. Parce qu'on ne peut pas changer un pays sans vision, sans penseur. Et les penseurs, c'est au niveau de l'université. Voilà, cette émission touche à sa fin. Comment pouvez-vous conclure cet entretien? Je suis d'abord très heureux parce que vous posez des questions fondamentales, des questions graves, je dirais gravissimes. C'est rare, hein? Oui, je dois vous féliciter. Je suis très heureux, très honoré. Parce que, bon, je vois que ça sera publié dans Congo Afrique du mois de septembre. J'ai fait un article qui appelle la création et la production d'une pensée sociale pour le développement de ce pays. J'appelle les universitaires, les professeurs, à produire une pensée pour développer ce pays. Parce que jusque-là, nous n'avons pas de pensée. Je reviens sur la question. L'université est un problème chez nous. Pourquoi? Parce qu'elle reproduit une science d'ailleurs, une science qui n'est pas la nôtre. La science est là elle est fondée sur des paradigmes, c'est-à-dire sur des théories. Ces théories-là viennent pour expliquer le réel. La science que nous avons héritée, notre université a hérité, c'est la science coloniale. Et nous la reproduisons. Et même les programmes d'études doivent être remis en question. Je parle de l'université congolaise. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question qui doit se faire, qui doit commencer par les professeurs eux-mêmes, dans les contenus des enseignements,
Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos cours là? Est-ce qu'on enseigne une science du développement où on reproduit des schémas qui viennent d'ailleurs, des théories fabriquées ailleurs pour ces pays-là? Nous devons produire notre vision, notre pensée à nous. Ça, c'est un défi lancé à l'université, aux professeurs. Je les appelle au débat. Voilà, merci Monsieur Alexis d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, c'est également la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris pour très bientôt. Au revoir.